Acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Bonjour à vous toutes et à vous tous, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Canal FM. L'équipe de l'émission Club de la Presse est toujours en place aujourd'hui, lundi 27 avril 2009, avec à la console technique Venceslas Boga Koudoyor et ici en studio Innocent Sasgaou. Eh bien, comme je le disais, nous sommes aujourd'hui lundi 27 avril 2009. C'est ce jour que les Togolais, aussi bien au pays que de par le monde, se rappellent qu'il y a 49 ans, leur pays venait d'accéder à la souveraineté internationale. Alors, en cet instant précis, Canal FM, tout son personnel, pense à tous les pères de l'indépendance, à tous les héros de la nation togolaise, à tous les Togolais de par le monde, ceux qui vivent au pays, ceux qui sont éparpillés un peu sur toute la planète. Et nous nous permettons de souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de l'indépendance, que chacun saisit cette occasion pour faire une introspection à son niveau, pour prendre un meilleur engagement, parce que les défis qui se profilent à l'horizon sont nombreux et variés. Et nous saisissons cette occasion à Canal FM pour animer aujourd'hui une émission spéciale avec un compatriote et qui nous a déjà fait l'honneur de par le passé de partager ses analyses et ses points de vue avec nous. Il s'appelle Rodrigue Pogli. Il est le premier responsable d'une association Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique, JUDA. Rodrigue, bonjour. Bonjour Sasgaou, bonjour à tous vos auditeurs. Comment vous allez là-bas en Suisse? Ben, pour l'instant, ça va. On tient bon. Tenez bien, je sais que le Togolais est tenace. Le temps que je vous rappelle, Rodrigue, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis quelques semaines, nous sommes suivis en direct sur une radio de par le monde, une radio internet, dont l'adresse est www.radiogameli.com. Et c'est comme ça que votre voix est écoutée à travers le monde entier. Ah, merci beaucoup. Mais vous pouvez rappeler le site internet pour que nous puissions le noter. Bien, je vais le faire au cours de l'émission, mais je le fais déjà une fois. L'adresse est www.radiogameli.com. C'est tout simple. D'accord. Eh bien, amis auditrices et auditeurs, pendant 50 minutes, nous serons en communication avec Rodrigue Pogli depuis la Suisse. Et avec lui, nous allons passer en revue les 49 premières années de l'indépendance du Togo. Quelles ont été les grandes dates de notre histoire? Quels ont été les grands acteurs qui ont animé d'une façon ou de l'autre notre histoire pendant les 49 dernières années? Et surtout, nous allons venir au... Allô? Oui. Et ensuite, nous allons venir à la situation actuelle. Il se fait qu'un peu par hasard, à quelques jours près, l'actuel chef de l'État en exercice au Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, boucle également ses 4 ans de présidence. Nous allons voir également ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé à faire, ou bien ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas encore commencé à faire. Mais surtout, nous allons parler des échéances à venir. Dans moins d'un an, le Togo va connaître encore une élection présidentielle. Dans quel climat, avec quelle mentalité, dans quelles dispositions les Togolais devront aborder cette prochaine élection? Et enfin, si nous ne sommes pas très heureux pour nos 49 premières années d'indépendance, quel est l'engagement que tous les Togolais devront prendre pour les 50 ans à venir? C'est tout cela qui va constituer l'architecture de notre émission. Je rappelle que l'invité est en direct depuis la Suisse. Il répond au nom de Pogli Rodrigue. Il est le premier responsable de l'association Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique, JUDA. Mais avant de commencer, Rodrigue, peut-être que vous voudrez adresser un salut fraternel aux compatriotes, aux amis, aux parents qui vous écoutent, qui sont toujours ici au Togo. Bon, tout d'abord, je dis merci à Canal FM. Et puis, vous rappelez aussi que je suis le secrétaire général de la Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Donc, en quelque sorte, le second responsable, en fait. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Et aux compatriotes qui sont au pays, je veux leur souhaiter bon courage, surtout en ces moments très difficiles de notre pays.
leur adresser nos messages de soutien, de bon courage, et surtout que cette date du 27 avril soit un moment de réflexion, d'introspection et de rétrospection. Parce que il ne sert à rien de danser, de décréter une fête nationale au moment même où notre pays connaît beaucoup de difficultés. Donc, ce qu'il convient de dire, c'est de demander à nos concitoyens de beaucoup réfléchir sur la situation de notre pays en ce moment si difficile. Eh bien, l'appel est lancé, mais dites-nous, vous venez de me corriger, vous êtes le secrétaire général de l'association Juda, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Il y a quelques jours, vous avez lancé une manifestation qui court encore pendant quelques jours. Vous voudrez bien nous rappeler ce dont il s'agit? Il s'agit de la Semaine des Patriotes que nous avions organisée déjà en 2007, c'est-à-dire la première édition a été organisée en avril 2007. Donc, l'idée de la Semaine des Patriotes, c'est de tenir vive la mémoire de nos compatriotes martyrs de la démocratie. Cette année, nous sommes en train d'organiser la seconde édition. Actuellement, il y a un important programme qui se déroule au César du Togo séminaire avec des invités de marque qui vont nous parler de la dette du Togo, de tout le processus d'indépendance du Togo, donc les leçons et les expériences à retenir. Et ensuite, ils vont nous parler aussi de la question de l'impunité. Donc, je rappelle que tout ce programme a démarré depuis le mercredi 22 avril avec la projection d'un film sur la présidentielle de 2005. Finalement, la journée prendra fin le mercredi 29 avril. Donc, ce programme est actuellement en cours et il s'agit de nous rappeler de la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés pour la démocratie et ensuite faire en sorte que notre jeunesse puisse être sensibilisée sur les grandes questions de notre nation et du monde actuel. Et justement, quel public attendez-vous au cours de cette semaine des Patriotes? Écoutez, c'est une semaine d'action qui est destinée à toute la jeunesse togolaise. Tous ceux qui sont à la recherche de la juste information, qui veulent se conscientiser, qui veulent prendre conscience des enjeux de notre pays et du monde actuel, c'est eux qui sont invités, y compris tous les militants des droits de l'homme et de la démocratie au Togo. Eh bien, venons-en maintenant au premier sujet de notre émission de ce jour. Alors, aujourd'hui, il y a exactement 49 ans que notre pays est indépendant. Alors, si on vous demande de ramasser les 49 ans d'indépendance du Togo, qu'est-ce que vous auriez à nous dire, par exemple? Bon, je dirais tout simplement que les 49 ans d'indépendance du Togo constituent en réalité un retour clair et net dans les jurons du colonialisme. Parce que depuis que le président Sylvanus Olympio a été assassiné, tout ce qui s'est passé dans notre pays a été le reflet de la colonisation. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, avec toutes sortes de pratiques totalement opaques, mafieuses, si bien que la population togolaise s'est retrouvée beaucoup plus appauvrie qu'avant. Et les difficultés sont de plusieurs ordres aujourd'hui dans notre pays. Donc, ces 49 ans constituent, à notre avis, un échec patent des autorités qui ont pris en charge le pays depuis lors. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de dépendance totale, sur tous les plans, parce que même pour notre budget, pour le budget du Togo, il faut faire appel à des institutions internationales et aux pays étrangers pour pouvoir le financer. Donc, vous voyez que nous sommes dépendants sur tous les plans et que ces 49 années constitue une régression énorme par rapport aux années 50 et 60. Eh bien, vous dites que notre indépendance jusqu'à présent, en fait, les 49 premières années sont un échec. Mais dites-nous, Rodri, est-ce que en 60, lorsque notre pays accédait à la souveraineté internationale, est-ce que le Togo avait des chances, des potentialités réelles d'amorcer son développement? Il faut savoir que les premiers pas dans la vie d'un homme ont été toujours difficiles. Et sur ce, le Togo, en tant que pays accédant nouvellement à cette indépendance-là, avait des difficultés. Mais ce qui était vrai, c'est que le Togo comptait des hommes de bonne volonté, des hommes qui avaient une lecture claire de la situation, qui savaient où ils voulaient mener le pays. Ils avaient une doctrine claire et nette. Ils avaient une philosophie politique bien définie. Donc, c'était des hommes de conviction qui voulaient rompre avec un certain nombre de pratiques et qui ont également voulu orienter les dépenses publiques vers les domaines sociaux.
et notamment la santé, l'agriculture, toutes les infrastructures de développement, les routes et tout ça, et l'éducation. Donc, ces gens-là avaient une certaine idée du pays. Ce sont des hommes qui ont compris le monde, qui savaient que des relations de partenariat nouées dans des conditions des peuples soumis n'étaient pas la bonne solution. Donc il fallait affranchir les peuples et ensuite leur donner la voie pour que ces peuples puissent se prononcer sur les orientations qu'ils veulent donner à leur société. Donc je dirais que c'était des hommes qui avaient une certaine vision et qui voulaient orienter le pays vers plus de réalisations sociales et autres. Ensuite, ce qu'il convient de dire, c'est que déjà dans les années 58-59, le Togo avait une dette de 800 millions de francs qu'il devait à la France. Et le président Sylvanus Olympio, avant de proclamer l'indépendance, avait clairement dit qu'un pays indépendant politiquement et qui est tenu financièrement à l'égard d'un certain nombre de pays n'est pas un pays réellement indépendant. Donc, le président Sylvanus Olympio a tout fait avec ses camarades et ils ont réglé les 800 millions de francs que le Togo devait à la France. Donc, vous voyez que le Togo était bien parti. Et aujourd'hui, voilà, le résultat, nous sommes là avec une dette colossale, une dette à l'égard des pays étrangers et des institutions internationales qui est très colossale. Ensuite, une dette interne, une dette intérieure qui est extrêmement lourde aussi à supporter par la population. Donc, tout ceci nous fait dire que le Togo avait de réelles chances de pouvoir aboutir à bon port. Oui, vous le dites si bien, le Togo avait de réelles chances, et vous dites également que les premiers dirigeants de ce pays étaient des hommes de bonne volonté qui avaient une certaine vision pour notre pays. Mais qu'est-ce qui a fait que tout cela a été mis en échec? Vous savez bien, l'histoire du Togo, c'est une histoire très très difficile, parce que nous étions en réalité une colonie allemande. Donc, après la Première Guerre mondiale, il y a l'échec de l'Allemagne. Le Togo a été confié par la Société des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU, à la France. Et sous cette tutelle française, la France avait le devoir de conduire le Togo vers les indépendances. Et déjà, en 1956, avec la question de l'autonomie interne, c'est-à-dire le référendum qui a été organisé en 1956, c'était Sylvanus Olympio et le CUT et leurs alliés qui ont remporté ces élections. Mais malheureusement, ces élections ont été fraudées en faveur des partis qui sont pro-français. Et il y a eu des événements nombreux, notamment des manifestations qui ont conduit l'armée coloniale, l'armée française et les troupes d'alors à tirer sur les peuples au nord, notamment à Rodo, à Kia et dans un certain nombre de villes. Et l'ONU, en ce moment, confronté à la situation, avait envoyé une mission de vérification et d'enquête sur le terrain. Et cette mission a été menée par le Libérien King, qui avait conclu que les élections ont été effectivement fraudées. C'est ainsi que l'ONU a été obligée d'annuler les élections de 76 pour les réorganiser en 1978. C'est ainsi que le CUT, qui est le parti du président Sylvanus Olympio, a remporté ces élections. Et l'indépendance a été proclamée 2 ans plus tard. Mais la réalité, c'est que le président Sylvanus Olympio avait manifesté un certain nombre de volontés d'indépendance à l'égard de la France. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le président Sylvanus Olympio avait clairement dit qu'il voulait construire un port autonome à Lomé, ce que Paris avait refusé en prétextant qu'il y avait déjà un port en construction à Dahomey, c'est-à-dire l'ancien Bénin. Et la deuxième raison, c'est que le président Sylvanus Olympio avait manifesté la volonté de revoir le contrat du phosphate qui liait le Togo à la France, un contrat qui a été longtemps favorable à la France. Le président Sylvanus Olympio avait décidé de revoir ce contrat en faveur du Togo. La troisième raison qui a conduit à l'échec de notre volonté d'indépendance, c'est que le président Sylvanus Olympio avait émis la volonté également de battre monnaie. Donc, un appel d'offres a été lancé et c'est l'Angleterre qui avait remporté cet appel d'offres et la monnaie devait être créée et garantie par la banque allemande. Donc, le Togo devrait avoir sa propre monnaie qui serait garantie par le Deutsche Mark. Oui, Rodrigue, donc vous estimez que c'est au vu de toutes ces intentions, de toutes ces volontés d'indépendance de feu Sylvanus Olympio à l'égard de la France qu'il aurait peut-être été
abattu au matin du 13 janvier en 63? Absolument, absolument, mais il y a une raison qui est primordiale dans tout ça, c'est que le président Sylvanus Olympio avait clairement dit et négocié avec la France la rupture du contrat qui liait le Togo à la Banque de France, et cette rupture devait être consommée à la date du 15 janvier 1963. C'est ainsi que le 13 janvier 1963, le président Sylvanus Olympio a été assassiné. Donc, cela voudrait dire que si le Togo avait pu conclure ce contrat de rupture avec la Banque de France sur le CFA, ça voudrait dire que c'est tous les autres pays de la zone CFA qui vont chercher à rompre aussi ce contrat avec la France. En tout cas, les pays francophones risqueraient... La France oui. servi des seconds couteaux qui étaient démobilisés en Algérie et ailleurs pour abattre cette velléité d'indépendance du Togo. Eh bien, donc au matin du 13 janvier 1963, le président Sylvanus Olympio a été trouvé mort, et depuis, ça fait plus de 46 ans, il y a eu beaucoup de polémiques. On sait à peu près les circonstances dans lesquelles il avait été tué, et également les causes, on en parle. Mais quant à la main qui a abattu Monsieur Olympio Sylvanus jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup avancé. Est-ce que vous avez d'autres révélations à votre niveau, Rodrigue Bogli? Yadima avait revendiqué cette mort depuis cette date fatidique. Selon ce que une certaine presse française avait dit à l'époque. C'est ça, mais puis après il a dit non, que c'est pas lui. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que tous les pays africains qui ont cherché à s'autonomiser de la tutelle et à s'affranchir de la tutelle occidentale et autres, ont été tout simplement abattus par les services secrets de tous ces pays. C'est ainsi que le président Sylvanus Olympio n'a pas échappé au sort qui a été réservé par exemple aux personnalités africaines comme Lumumba, Thomas Sankara et bien d'autres. Donc c'est clair aujourd'hui que c'est la CIA, la DGSE, c'est-à-dire la CIA, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la France, à travers la DGSE et d'autres puissances industrielles et autres qui ont armé le second couteau là à abattre le président Sylvanus Olympio. Donc il n'y a pas de doute à ce sujet. C'est ainsi même que la radio France Inter, déjà le 13 janvier 1963, au matin, déjà à 6 heures, cette radio avait annoncé la mort de Sylvanus Olympio. Ce qui sous-entend que, alors qu'à cette heure-là, le président Sylvanus Olympio n'était pas assassiné. Donc ce qui sous-entend que les Français savaient qu'il y avait quelque chose de la sorte. Donc c'est clair aujourd'hui que ce sont ces puissances-là qui ont abattu le président Sylvanus Olympio à travers les seconds couteaux qui ont été démobilisés en Algérie. Eh bien, en 49 ans d'indépendance, le Togo a connu au total 6 présidents de la République ou chefs de l'État. Dans l'ordre, nous avons connu Sylvanus Olympio de 60 au 13 janvier 63, puis Nicolas Grunitzky de 63 au 13 janvier 67, puis il y a eu Kléber, le colonel Kléber Dadjo du 13 janvier 63 au 14 avril 60, Kléber Dadjo du 13 janvier 67 au 14 avril 67, puis Gnassingbé Eyadema du 14 avril 67 jusqu'à sa mort naturelle le 5 février 2005. Et pendant 2 semaines, du 5 février au 25 février 2005, il y a eu Faure Gnassingbé qui a cédé le fauteuil à Abbas Bonfo du 25 février 2005 jusqu'aux élections, jusqu'à l'élection du 24 avril 2005, et Faure Gnassingbé depuis. Mais Rodrigue, en 49 ans, il y a 2 noms, en tout cas 2 familles qui dominent toute la scène politique. Il y a la famille Olympio et la famille Gnassingbé. Comment pouvez-vous expliquer cela à nos auditeurs, Rodrigue Bogli? Écoutez, c'est lié à l'histoire du pays, hein, et puis ce qu'il convient de dire en réalité, c'est que vous venez de citer 6 présidents, mais ce qu'il convient de dire en réalité, c'est que parmi ces 6-là, il n'y a qu'un seul qui a été élu par le peuple togolais. Tous les autres ont été imposés, soit par coup d'État militaire, soit par les puissances financières internationales et tous les pays qui ont voulu que le Togo reste dans leur giron. Mais Rodrigue, il y a Faure Gnassingbé qui a été élu le 24 avril 2005. Non, mais écoutez, cette élection a été largement contestée. Nous-mêmes, en tant qu'organisation de la société civile, nous étions sur le terrain dans la période électorale de 2005. Nous avions tout vu. Ces élections-là n'ont pas été régulières. Le gouvernement qui en est issu en était bien conscient et savait que sa légitimité n'était pas du tout
réel. C'est pour ça que ce pouvoir avait demandé un dialogue qui a conduit à la signature d'un accord politique dit global, etc., la mise en place d'un gouvernement de nation, etc., etc. Donc, tout ça là, bon, on voit bien que ces élections n'ont pas été régulières. Donc, Sonia Singbe sait très bien qu'il n'est pas élu par les Togolais. Donc, il faut avoir le courage et l'honnêteté de l'élection. C'est votre avis sur la question, oui, Rodrigue? Ceci étant dit, je dis que c'est lié à l'histoire du pays. Maintenant, je ne suis pas sûr que l'histoire du pays tourne autour de ces deux familles en réalité. Car si vous voyez bien, vous aurez pu apercevoir qu'il y a eu deux partis qui ont émergé au Togo et puis qui travaillent. Les leaders d'opposition, il y a d'autres leaders d'opposition qui ont aussi cherché à faire sortir le Togo de leur mien. Et puis, les élections de 2005, vous avez vu que ce n'est pas la famille Olympio qui était candidat. C'est vrai qu'on a vu l'ombre de Jésus Olympio planer derrière la candidature de Bob Akitani, mais il convient aussi de rappeler que cette candidature était une candidature unique de l'opposition. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit bien exact de dire que ce soit des familles qui prennent le Togo en otage. En tout cas, mais en réalité, non, Rodrigue, c'est vrai. La famille Nyasingbe, oui. Aujourd'hui, il paraît quand même clair que la famille Nyasingbe a pris le Togo en otage. Voilà. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres acteurs politiques. Il y a, par exemple, plus de 80 partis politiques, mais les deux partis politiques de poids au Togo, il faut le reconnaître. Il y a le RPT qui est au pouvoir et dans l'opposition également. Le plus grand parti de l'opposition, c'est l'UFC qui revendique justement l'héritage politique de Sylvanus Olympio et de ses compagnons de l'indépendance. Alors, dites-nous, Rodrigue, aujourd'hui, 49 ans après... Oui. Oui, je pense que l'UFC ne peut pas avoir une même mise sur le président Sylvanus Olympio, d'autant plus que le président Sylvanus Olympio n'était pas seulement du culte, mais c'était un homme national, oui. C'était un homme de dimension nationale et internationale. Donc l'UFC ne peut pas se permettre de faire une OPA sur cette personnalité qui a été le père naturel du leader de l'UFC aujourd'hui. C'est totalement improductif que l'UFC mette la main sur cet homme-là. Merci, Rodrigue. Je voudrais ajouter tout simplement ceci. La réalité de la politique togolaise, c'est que vous avez dit effectivement qu'il y a 80 partis politiques au Togo. C'est ça qui tue le pays. C'est ça justement qui tue notre pays. Parce que les ambitions personnelles et claniques sont telles que tout le monde se permet de créer un parti politique alors même que leurs militants ne peuvent même pas tenir dans une cabine téléphonique de la ville de Lomé. Et c'est ça le mal. Parce que ces partis politiques n'ont même pas d'idéologie, ne savent même pas de quoi ils parlent. Ce sont juste des satellites d'un pôle ou de l'autre, qui gravitent autour d'un certain nombre d'intérêts et qui attendent juste pour que le vent tourne dans l'autre sens pour qu'eux aussi fassent leur virage. Oui, merci, merci Rodrigue. Alors je rappelle Rodrigue que notre émission est suivie en direct sur Radio Gameli, www.radiogameli.com. C'est ainsi que l'émission que vous faites avec nous en direct est écoutée dans le monde entier. Alors dites-nous, une dernière question sur la question de l'indépendance. Aujourd'hui, 27 avril 2009, on assiste encore à deux manifestations. Il y a l'aspect officiel organisé par le gouvernement à la nouvelle présidente de la République, mais il y a une autre manifestation parallèle qu'organise l'UFC dans les rues de Lomé. Ce matin, par exemple, l'UFC a convié ses partisans militants à une messe, à une célébration religieuse, à l'issue de laquelle ils vont se diriger s'ils n'y sont pas déjà à la plage pour un pique-nique. Alors, est-ce que vous comprenez que dans un seul et même pays, 49 ans après l'indépendance, chacun fête l'événement de son côté? Ben absolument oui, ça se comprend. Je dis que c'est le contexte togolais qui l'impose. Quand vous avez un pouvoir totalement illégitime, c'est ce que je disais à l'instant. Quand le pouvoir n'est pas issu du peuple, n'est pas issu de la volonté populaire, cela veut dire que les gens vont avoir leurs choses en interne, chez eux, dans leur corps, parce que là, ils ne se retrouvent pas dans le pouvoir qui tient le Togo actuellement. Et donc, moi, je comprends parfaitement ces manifestations qui ont lieu en aparté, parce que le pouvoir, aujourd'hui, ne rassemble pas les populations, ne rassemble pas le peuple, et ce pouvoir réprime le peuple
Donc, à partir de ce moment-là, les gens sont en droit d'organiser des manifestations parallèles, ce qui leur donne le sentiment de légitimité à l'égard d'un pouvoir totalement illégitime et répressif. Bien, venons-en maintenant. Oui. Je rappelle aussi que cette date est en train d'être célébrée dans un contexte très tendu, avec cette histoire de coup d'État. Justement, nous allons y venir. Rodrigue, je ne veux pas insister sur ça, mais ce que je veux dire en réalité, c'est que je veux plutôt faire allusion à la décision de la HAC, cette prétendue haute autorité de la communication qui a interdit les émissions interactives et puis qui les a levées plus tard. Cela montre bien que nous sommes dans un contexte bien curieux et que les gens, effectivement, ont raison de faire d'autres manifestations. C'est vrai que, comme vous le dites, la HAC avait publié un communiqué en date du 17 avril 2009, au terme duquel elle disait interdit toute émission interactive. Mais heureusement, est-ce que c'est pas la pression des uns des autres, ou bien la HAC qui est venue, qui est revenu au bon sens? Tout cela est levé maintenant. Les émissions interactives ont repris depuis le jeudi dernier, quitte maintenant à ce que chaque radio et télévision organise quand même des émissions professionnelles dans lesquelles il n'y ait pas de débordement. Alors, venons-en maintenant à l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il y a 4 ans qu'il est au pouvoir. Si on vous demandait de faire un peu son bilan en quelques minutes, vous aurez quelque chose à me dire? Bon, écoutez, ce qu'il faut dire sur ce sujet, c'est qu'en réalité, Faure Gnassingbé n'a pas fait mieux que son père. Vous savez que durant son mandat, la population togolaise ne cesse de s'appauvrir. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement et les institutions telles que le PNUD qui le disent. Et puis aujourd'hui, les Togolais sont beaucoup plus pauvres qu'hier. Sur le plan des libertés, on vient de parler de la décision de la HAC. Dans un pays normal, la HAC ne pouvait même pas et ne devait même pas interdire les émissions interactives. Les gens sont libres de s'exprimer. Et à partir du moment où on veut fermer la bouche au peuple, et que les gens ne s'étonnent pas que des groupuscules se forment pour planifier des soi-disant coups d'État. Parce que vous ne laissez pas les gens s'exprimer, ils vont chercher d'autres moyens d'expression. Donc, moi je pense que sur le plan social, rien n'a avancé. Les ponts se sont écroulés sous l'entraînement de Faure Gnassingbé. Les gens sont morts dans cette histoire. Les populations sont totalement sinistrées. On a vu que ce sont les Ghanéens qui sont venus secourir. Oui, Rodrigue, à ce niveau-là, on peut convenir avec vous que les Togolais ne se sont pas beaucoup enrichis en 4 ans de présidence de Faure Gnassingbé. Voilà. Mais quand même, d'un autre côté, Faure a engagé des chantiers notamment. Il parle ouvertement de la condamnation de l'impunité. Il a engagé le chantier de la modernisation de la justice. Il a fait en 2006 un dialogue politique avec les leaders de l'opposition conclué par la signature de l'accord politique global. En octobre 2007, son gouvernement a organisé des élections législatives que les observateurs aussi bien nationaux qu'internationaux ont qualifiées d'acceptables. Et puis surtout, il a fait reprendre la coopération entre le Togo et la communauté internationale. Là, c'est quand même des choses réelles qu'on ne peut pas dénier à Faure Gnassingbé. Oui, mais ça, c'est la rengaine habituelle, c'est le discours habituel. On a repris ceci, on a fait ceci ou cela. Mais en réalité, la reprise de la coopération, vous savez, c'est une vaste fumisterie. Parce qu'en réalité, la coopération n'a jamais été totalement rompue avec le Togo. Ensuite, cette histoire de la coopération, c'est un mécanisme pour appauvrir davantage le Togo. Tout l'argent qui est versé aujourd'hui au Togo, cet argent sert seulement à apurer les dettes qui ont été contractées de manière totalement odieuse par le pouvoir de Gnassingbé père et qui est aujourd'hui en train d'être prolongé par Gnassingbé fils. Donc, cette histoire de la coopération, à quoi a servi la coopération jusqu'à présent, si ce n'est que les intérêts de ceux qui prétendent aider les peuples pauvres. Et la question du dialogue, c'est bien beau, on a fait ce dialogue, mais vous allez voir que toutes les questions essentielles n'ont pas été abordées, ou ces questions ont été superficiellement abordées. La question de la constitution du Togo, la question de l'impunité. Vous dites bien que Faure Gnassingbé fait des discours et qu'il condamne l'impunité, mais je précise que la lutte contre l'impunité, ça ne se traduit pas seulement que par des discours, c'est des actes. Il faut arrêter
tous ceux qui ont tué les Togolais en 2005 et qui l'ont toujours fait et qui continuent pas à le faire. Dites que vous me dites qu'il y a eu des progrès. Je vous rappelle aussi qu'à Bobli, Atoutia a été assassiné lâchement, tout dernièrement. Et que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le responsable. Mais en ce qui concerne un soi-disant coup d'État qui est en train d'être planifié, là, on sait mettre la main rapidement sur le réseau et puis on est capable de soi-disant démanteler ce réseau. Oui, Donc, Rodrigue, nous restons, Rodrigue, nous restons encore un peu avec Faure Gnassingbé. C'est que depuis 4 ans quand même qu'il est au pouvoir, le climat sociopolitique s'est en grande partie détendu. La preuve, nous avons eu dans ces gouvernements successifs des personnalités comme Ninevi, Léopold, qui n'était quand même pas un de ses partisans les plus fervents. Il a eu pendant plus d'1 an et demi comme Premier ministre Maître Yaovi Agoibo, l'ancien président du comité d'action pour le renouveau, et surtout Faure Gnassingbé a eu à accueillir au palais de la présidence M. Gilchrist Olympio, qui l'a reconnu président de la République. Ça veut dire quand même que en termes de climat sociopolitique fort, il a quand même commencé à assainir les relations entre les divers acteurs politiques. Bon, moi, ce que je peux dire à propos de ces personnalités qui ont participé ou qui participent à l'action de Faure Gnassingbé, que je peux vous poser une question simplement. Je vais vous demander, par exemple, savoir ce que vous savez, c'est que le débauchage. Ce sont des gens qui ont été débauchés. Les gens ont été tout simplement débauchés. Ces gens-là, en fin de compte, se sont rendus compte qu'ils ne représentent plus grand-chose sur le chiquier politique, ou du moins, ils sont en perte de vitesse, notamment en matière de l'âge, et que, bon, les années passant, l'espoir de parvenir au pouvoir devient de plus en plus difficile pour eux. C'est ainsi qu'ils ont choisi d'aller un peu manger avec le pouvoir, il faut le dire. Vous allez voir ça en France aussi, avec les gens du Parti socialiste qui s'aperçoivent que la droite a la même mise sur le pouvoir d'État. Et puis, bon, voilà, ils font des alliances avec le parti de Sarkozy. Donc, ce n'est pas étonnant. Et c'est visible aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas de conviction et n'ont pas d'intégrité morale, ce sont ces gens-là qui vont manger avec les dictateurs et avec le pouvoir qui aujourd'hui tiennent le peuple en situation de faim. Que Gilchrist Olympio puisse être reçu à la présidence par Faure Gnassingbé, c'est un non-événement parce que, bon, on sait, Gilchrist Olympio lui-même, ces dernières années, en ligne des contradictions. Il n'était pas candidat aux élections de 2005, mais c'est lui qui s'était pointé à Abuja pour négocier avec Faure Gnassingbé. Il s'est pointé aussi à Sant'Eligio en Italie. Après, il a rencontré à Paris. Donc, c'est tout à fait normal que ce monsieur continue sa trajectoire en allant rencontrer Faure Gnassingbé à Lomé. Donc, bon, c'est un non-événement. Et puis, vous dites que la situation sociopolitique dans notre pays est plus ou moins détendue. Je vous rappelle que ces derniers mois, le RPT revient en force avec la remise en cause d'un certain nombre d'acquis de l'accord politique global, notamment le CPDC, machin. Il y a aussi cette question de la CENI. Vous voyez que le RPT a remis en selle la CENI de 2007, et ainsi de suite. Donc, je pense que la situation n'est pas du tout détendue comme vous le prétendez, mais que la situation est beaucoup plus complexe. Et les partis politiques de l'opposition ne cessent de crier sur tous les toits, y compris le CAR qui avait fait le copinage avec le RPT. Tous ces partis-là remettent en cause aujourd'hui l'attitude du RPT à leur endroit. Donc je ne suis pas sûr que la situation politique dans notre pays soit aussi détendue que cela. Bien, le dernier développement en importance sur la scène politique, c'est cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État dans laquelle se trouve impliqué, du moins selon les voies judiciaires du Togo, Pacha Gnassingbé, député du RPT et frère de Faure Gnassingbé. Alors Rodrigue, est-ce que vous estimez que cette affaire-là de tentative de coup d'État peut amener le pouvoir de Faure Gnassingbé à organiser une bonne élection présidentielle en 2010, ou bien plutôt qu'au contraire, l'affaire-là de coup d'État va plutôt compliquer davantage le jeu? Absolument, ça va compliquer les jeux, parce que quand vous dites que la situation politique est un peu plus détendue qu'hier,
Mais c'est ça, la situation ne s'est pas du tout détendue, sinon il n'y aura pas cette prétendue tentative de coup d'État. Bon, mais Faure Gnassingbé est en train de tenter de faire une sorte de, je dirais, de manipulation des consciences, parce que vous aurez pu vous apercevoir que tout de suite, après l'annonce de ce coup d'État, il y a eu des manifestations dans le pays pour manifester le soutien, le soi-disant soutien des populations au pouvoir en place et l'encourager pour ces réformes, dans ces réformes. Donc, Rodrigue, c'est vrai que l'état-major des forces armées togolaises a réitéré sa fidélité au chef de l'État. Le Rassemblement du peuple togolais a juré également fidélité au chef de l'État. Dans 2 ou 3 préfectures du Nord, les populations ont manifesté pour apporter leur soutien au chef de l'État. Et puis, on s'en tient là pour le moment. Voilà, mais vous savez qu'à Guénivé aussi, le samedi dernier, ils ont manifesté. C'est le RPT qui a organisé un meeting. Mais voilà, donc tout ça là, dans quel but? De mobiliser le peuple et de donner l'impression que le peuple soutient Faure Gnassingbé. C'est ça en réalité qui est en train d'être organisé. Oui, mais à ce niveau-là, Rodrigue, à ce niveau, est-ce que le chef de l'État Faure Gnassingbé n'est pas un peu fragilisé parce que la personne à laquelle on colle la volonté, l'alternative de coup d'État se trouve être son frère qui est l'un des acteurs de premier plan du RPT. Est-ce que le chef de l'État n'est pas plutôt fragilisé vis-à-vis de l'élection de 2010? Oh, mais bon, moi je ne crois pas. Peut-être que la présence de son frère, la liberté de son frère plutôt l'ennuie, hein? Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a choisi de le mettre en cage et de faire une certaine épuration dans l'armée avec un certain nombre d'officiers qui sont arrêtés actuellement. Donc je pense plutôt que c'est la liberté de son frère qui l'ennuie. Et aujourd'hui, bon, il est en train de baliser les chemins pour que 2010 lui soit un acquis total. Donc bon, sur ce plan-là, moi je pense que c'est un non-événement, parce que bon, que les enfants des Yadema se présentent aujourd'hui comme des gens qui veulent sauver le Togo, machin, tout ça, c'est pas tout à fait exact. Parce que quel enfant des Yadema n'a pas d'armes dans sa maison? Quel est cet enfant-là, des Yadema, qui n'a pas des armes? Donc les armes même qui nous ont présentées à la télévision, soit disant que ce sont des armes pour comploter contre l'État, pour nous c'est assez ridicule comme méthode. Et donc moi je pense que la volonté de Faure Gnassingbé, c'est plutôt de mettre son frère en tasse et de se baliser le chemin et avoir la même mise totale sur le RPT. Merci Rodrigue, merci Rodrigue. Alors maintenant, il nous reste 3 minutes pour conclure cette émission. Alors je vous demande de conclure l'émission en nous proposant les contrats que les Togolais devront souscrire entre eux en tirant leçon des 49 premières années de notre indépendance. Que le peuple togolais comprenne tout simplement, je pense que ce peuple a bien compris, que l'indépendance togolaise n'est pas une réalité, parce qu'aujourd'hui nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur qu'hier. Nous n'arrivons même pas à mobiliser les ressources internes pour pouvoir amorcer notre processus de développement, et que nous n'avions jamais élu nos dirigeants. Or, l'accession à la souveraineté internationale se manifeste premièrement par l'élection d'un peuple, de ses propres dirigeants. Donc, à partir du moment où un peuple n'arrive pas à élire ses propres dirigeants et que ces dirigeants sont des pions des uns des autres, je pense qu'il y a un problème à résoudre à ce niveau. C'est pour cela qu'il faut que le peuple togolais se mobilise ici et maintenant, demain ou après-demain, pour que, effectivement, les instruments de son indépendance puissent lui revenir en main pour qu'il puisse effectivement aborder son processus de développement. Merci Rodrigue Pogli, depuis la Suisse, vous êtes le secrétaire général de la Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Merci pour les sacrifices que vous consentez à être en communication avec nous pendant 50 minutes pour nous enrichir de vos réflexions, de vos propositions, de votre point de vue sur la situation du Togo. Merci beaucoup et bonne journée de réflexion et d'introspection à nos peuples. Nous comptons vous avoir quand même une prochaine fois. Eh bien, amis auditrices et auditeurs, c'était avec Rodrigue Pogli depuis la Suisse.
avec notre ami correspondant et combattant pour la liberté, nous avons passé en revue les 49 premières années de notre indépendance. Il nous a également parlé de ce qu'il pense des 4 premières années de Faure Gnassingbé et de ce que les Togolais devront convenir entre eux pour les prochaines années à venir, si tant est que nous voulons vivre dans un pays qui se respecte et qui respecte ses citoyens. Merci à Bogakou d'ailleurs à la technique. Je suis Innocent Sasgaou. Je vous retrouve demain mardi même dans un autre numéro de l'émission Club de la Presse.